C'est la principale question qu'on pose ce soir. A-t-on pris nos désirs pour des réalités? Parce que l'honnêteté oblige à le dire, on a loué la bravoure, l'ingéniosité de l'armée ukrainienne, à juste titre. On a souligné les incroyables réussites, les audacieuses contre-attaques de cette armée ukrainienne, David contre Goliath. Mais il faut le reconnaître aujourd'hui, depuis un mois, la dynamique de cette guerre, même si c'est une dynamique qui se lie à travers des villages, des toutes petites avancées, la dynamique de cette guerre a changé de direction. Oui, le mouvement tente à s'inverser. C'est maintenant la Russie qui reprend du terrain depuis le 1er janvier. Très peu, à la marge, sans victoire d'ampleur. Mais tout de même, on a sans doute enterré un peu vite cette armée, notamment quand on parlait de l'effondrement de l'armée russe. C'était il n'y a pas si longtemps. On l'évoquait comme une hypothèse, mais on l'évoquait quand même. Alors, est-ce un retournement de tendance? C'est-à-dire, est-ce qu'on assiste à quelque chose de durable? Est-ce significatif? Ou est-ce un fait de guerre parmi d'autres qui peut être balayé dès demain? Vous allez répondre à cette question. Mais d'abord, de quoi parle-t-on? Les faits, rien que les faits. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelques rappels d'abord. C'est vrai que cette armée russe était donnée pour moribonde il y a quelques semaines encore. Oui, rappelons effectivement quelques déclarations. Celle de Philippe O'Brien, professeur d'études stratégiques. Le 17 septembre, tout le monde pensait que l'armée russe allait conquérir l'Ukraine en quelques jours. La menace militaire russe semble aujourd'hui pathétique. Celle de Dimitri Minik, il est chercheur à l'IFRI. Le 12 septembre, la Russie n'a plus l'initiative, son armée peut s'effondrer. Et celle de Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire de Belgique, le 9 janvier. Nous sommes dans une situation d'échec et mat. En un an, la Russie n'est parvenue à rien. Bon, mais aujourd'hui, peut-on vraiment parler de dynamique russe dans ce conflit donc depuis le début de l'année? Bien ça, ce sont nos invités qui vont en débattre, mais on peut parler incontestablement d'avancée sur le front. La dernière en date, c'est Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, qui l'a annoncé hier. Les unités de Wagner ont pris Blahodatné, la ville est sous notre contrôle. Blahodatné, c'est un petit village, une centaine d'habitants à peine. Parler de ville est donc largement exagéré. Mais tout de même, vous le voyez, nous sommes ici à une dizaine de kilomètres au nord de Bakhmout. Les images montrent effectivement des soldats de la milice dans l'entrée du bourg, armes et drapeaux en main, même si les Ukrainiens ne confirment pas effectivement, la progression des troupes russes est assez claire. Un autre village tout proche est aussi sous la pression des Russes et pourrait tomber dans les prochaines heures. Krasna Hora, 600 habitants. Cela fait suite à la prise de Soledar il y a 15 jours. Kiev, on le sait, a mis une semaine à reconnaître sa défaite. Ça, c'est pour le front nord. Et la deuxième portion du front, pour le moment, à l'avantage des Russes depuis quelques semaines, c'est le front sud au niveau de Zaporijjia avec la prise potentielle, on vous en parlait dès vendredi, de la ville de Vuhledar. Là encore, ce sont de petits gains, mais nous avons retracé ces avancées depuis un mois. Et voilà ce que ça donne. Voici les positions de chacun le 1er janvier. Et les voici désormais 30 jours plus tard. En un mois, les Russes ont pris environ 100 km² de territoire à Kiev. C'est l'équivalent de la ville de Paris. Et ce calcul, il est confirmé par le chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, Olivier Kempf. Voilà ce qu'il déclare. À force de décrire les gains russes comme minimes, marginaux ou sans importance, certains refusent de voir que la guerre d'usure semble désormais tourner à l'avantage des Russes. Bon, est-ce à dire que l'armée russe a retrouvé, et peut-être durablement retrouvé, des couleurs? Bien, ça serait pour le coup aller un peu trop loin dans le sens inverse. Mais écoutez ce qu'affirmait Volodymyr Zelensky hier. Premier point, d'abord, il reconnaît lui aussi que la situation est difficile. Deuxième point, ces avancées, selon lui, sont dues à une raison. La Russie sacrifie ses soldats. Écoutez. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми, постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і, попри численні свої втрати, зберігає високу інтенсивність атак. L'ennemi ne compte pas ses hommes, dit-il. En clair, c'est le nombre qui fait sa force, selon Volodymyr Zelensky. Or, sur ce plan, eh bien, c'est vrai que le rapport de force est déséquilibré. Rappelons que la Russie, c'est plus de 143 millions d'habitants.
L'Ukraine, plus de 43 millions d'habitants, ce poids de la démographie, la Russie s'appuie dessus avec les mobilisés du mois de septembre qui terminent justement leur formation. Et les Ukrainiens utilisent souvent un mot pour le décrire, les vagues. Dans les régions de Svatove et Kremina, c'est dans l'oblast de Louhansk, l'ennemi a jeté du personnel à l'attaque par vagues. Voilà ce qu'indique ce blogueur militaire. Voilà, la notion de vague. Comme au bord de l'océan, une vague succédant à une autre, sauf que quand la vague se retire, beaucoup de combattants en moins. Merci Justine. Première question aux militaires sur ce plateau. Est-ce que pour vous, il s'agit de quelque chose de significatif et de potentiellement durable, donc ces avancées russes? Alors oui, c'est significatif et probablement durable. Il faut revoir l'ensemble du schéma depuis le mois de février. L'objectif initial, le renversement du gouvernement de Kiev, a échoué. 3 jours après, l'armée russe a dû repenser une stratégie. Elle n'était pas là pour faire la guerre. Elle était là pour faire pression, pour renverser un gouvernement. Elle a dû faire la guerre. Donc elle s'est reconcentrée plutôt vers le Donbass, donc, et vers la Crimée, en voulant à l'époque, souvenez-vous, aller vers Odessa. Après cette phase qui allait à peu près jusqu'à l'été, il y a eu contre-offensive ukrainienne à Kharkiv et à Kherson. Et à Kherson, alors Kharkiv, elle s'est fait enfoncer, l'armée russe, très nettement. En revanche, à Kherson, elle a décroché. Et c'était la manœuvre du général qui commandait à l'époque l'opération, qui voulait se dégager du Dniepr pour concentrer les forces ailleurs. Donc, depuis le 15 novembre, puisque c'était le 11 novembre exactement, pardon, depuis le 11 novembre, l'armée russe a récupéré ses forces, mais en plus a bénéficié d'une partie de la mobilisation. Et donc, elle a renforcé ses effectifs. Bon, je ne parle pas de Wagner qui a renforcé ses effectifs tout le temps. Et donc, tous ces effectifs font qu'aujourd'hui, à mon sens, ils se concentrent sur l'objectif stratégique du président Poutine. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que veut le président Poutine? Il sait bien qu'il ne pourra plus conquérir l'Ukraine. Il aurait une résistance partout. Il n'arriverait pas à tenir l'Ukraine. Parce que la prendre, c'est bien, mais la tenir, c'est encore mieux. Et son objectif stratégique, c'est quoi? C'est de dire, les terres que j'ai annexées au mois de septembre, vous voyez, elles sont russes. Et celles-là, je les défends. Et celles-là, on va les tenir. On va les tenir et même on va les achever de les conquérir. Et c'est ce qu'il cherche à faire, achever de les conquérir. Pourquoi? Parce que d'une défaite, parce que quand même, l'échec de la fin du mois de février de l'année dernière, il le transforme en succès. Il dit, c'est une victoire. Je défends les territoires russes. Donc c'est pour ça que je pense que c'est significatif, parce qu'il va continuer l'effort. Ça va durer. Alors durer combien de temps? Après, ça dépend des Ukrainiens. Est-ce que les Ukrainiens vont être capables de monter des offensives? Parce que ce grignotage est extrêmement coûteux en hommes de la part des Russes, mais ils s'en foutent, et des Ukrainiens. Et donc les Ukrainiens, à partir de quel moment ils disent « bon, ce grignotage, on n'en veut plus, mais nous, on va monter une offensive ailleurs » et rebousculer, comme ils l'avaient fait à Kharkiv, les Russes ailleurs. Donc je répète, du côté russe, à mon avis, c'est significatif, ça va durer, et ça ne peut changer que si les Ukrainiens trouvent l'occasion d'une contre-attaque, dont au passage, si elle a lieu dans les 2 mois qui viennent, elle ne bénéficiera pas des chars dont nous avons parlé pendant 3 semaines. Ils ne seront pas là. Donc ça veut dire des moyens dont elle peut bénéficier aujourd'hui. Et pour élargir encore un peu, au moment de ces contre-attaques réussies de l'armée ukrainienne, mais c'était déjà le cas d'ailleurs au moment où ils ont repoussé les forces russes quand elles tentaient de prendre Kiev, on a beaucoup dit, cette armée ukrainienne, elle est plus agile, elle est plus moderne, et elle est plus maligne que cette armée russe qui est finalement fondée sur les vieux canons soviétiques et qui n'a pas bougé, qui est un peu archaïque. Est-ce qu'il faut déduire de ce qui se passe depuis un mois qu'on a été trop vite en besogne, ou bien c'est toujours ça qui est à l'heure, mais simplement le nombre et encore le nombre, à un moment donné, les lois de la physique sont plus fortes. Mais c'est ce qui s'est passé avant l'été. Souvenez-vous, ils grignotaient en permanence, ils avançaient en permanence. Et on disait à l'époque, bah oui, ils matraquent 60 000 obus par jour, etc., etc. Et là, c'est ceux qui reprennent, mais en plus, avec des masses de combattants qui sont revenus en renfort, puisqu'ils en avaient perdu, on pense à peu près 100 000. Donc, ils ont remis dans la chaudière, si j'ose dire, du charbon, et ils
continuent à appliquer exactement la même stratégie. Et vous avez raison. Les Ukrainiens, aujourd'hui, s'ils veulent réussir, c'est parce qu'ils vont travailler autrement. C'est parce qu'ils vont être capables de trouver la percée qu'ils peuvent faire et de bousculer la progression lente, mais certaine, des Russes actuellement dans cette région. Mais donc, ça ne signifie pas que cette armée ukrainienne, ces forces qu'on a louées, l'ingéniosité, la souplesse, sont finalement des forces qui sont impuissantes. Vous voulez dire que c'est une question de moment? C'est une question de moment et de lieu. Là, ils sont en train de prendre le coup du rouleau compresseur russe, tel qu'on l'appelle tout le temps. Donc ils prennent le coup du Mais ce n'est pas forcément durable. Mais ce n'est pas forcément durable. Là encore, je ne suis pas dans l'état-major ukrainien. Est-ce que l'état-major ukrainien, qui a annoncé une contre-offensive depuis longtemps, bien avant qu'on ne parle des fameux chars demandés en renfort. Donc moi, je pense que probablement, ils sont en train de préparer une offensive quelque part. Est-ce qu'ils peuvent la monter maintenant? Je ne sais pas. Et les chars, c'est pour une offensive à l'été. C'est pas maintenant. Oui. Donc ça peut être en 2 temps. Et si je devais résumer d'une simple question, puis je vous donne la parole, est-ce qu'il y a péril en la demeure? Alors, je ne crois pas à une grande contre-offensive russe. Ils n'ont pas les moyens de le faire, en équipement, en personnel, etc. Mais ce grignotage, quand même, use considérablement l'armée ukrainienne, qui perd beaucoup de force. Et donc, la balance, si vous voulez, est difficile à avoir. Et puis, au fur et à mesure, ils bétonnent les Russes. Et donc, ça va être de plus en plus difficile. Avec les lignes de défense. Voilà, ça va être de plus en plus difficile de trouver l'opportunité de l'offensive qui permettrait de casser le dispositif. Avec les tranchées, avec les fameuses dents de dragon, et j'en passe. Qui veut... Oui. Je suis entièrement d'accord avec Galia. le général Trinquant. Les Russes ont plusieurs fois changé l'objectif de cette guerre, le but de cette guerre. Et bien sûr, je pense que, sachant l'impossibilité, en tout cas dans l'état actuel des choses, de conquérir l'Ukraine, il faut absolument qu'ils conquièrent pour pouvoir reconnaître que c'est une victoire toutes ces 4 régions annexées. Et quand on dit annexées, c'est à chaque fois dans les frontières administratives. Or, actuellement, ils contrôlent plus ou moins la région de Lugansk, l'oblast de Lugansk. Ils ne contrôlent qu'en partie la région de Donetsk et ils ne contrôlent qu'en partie les régions de Kherson et de Zaporizhia. S'ils veulent conquérir la totalité, c'est encore de très grandes batailles, en particulier Zaporizhia, qui est une ville quand même de près de 300 000 habitants, très étendue, j'y étais. Et Donc pour vous, Galia, on n'est pas à l'échelle de ce que serait une conquête russe sur ces lignes de front et dans ces territoires. Absolument, mais je pense que maintenant, ils se sont concentrés sur le Donbass, ils n'essaient plus d'agir simultanément sur 5 fronts différents comme au début de la guerre. Et là, ils ont encore un facteur nouveau, les Russes, non seulement les gens qui ont été mobilisés, mais encore, bien sûr, les unités très spéciales comme l'armée de Wagner ou encore de Kadyrov. Donc ce n'est pas forcément significatif pour vous, ce à quoi on assiste. Non, ce n'est pas très significatif, c'est tout simplement, comment dirais-je... Les lois de la physique. C'est la direction, en quelque sorte. Il est clair que même si les Ukrainiens reculent un peu, ils reculent quand même. Ce n'est plus la dynamique de la conquête. C'est la dynamique peut-être de se retirer dans les positions mieux équipées, mieux défendables, etc. Là, on n'assiste pas à un tournant décisif de la guerre. Et aussi, comme le général l'a dit, nous ne savons pas, en Ukraine, parmi les militaires qui sont au front, il y a des rumeurs, mais bien sûr l'armée ne dévoile pas ses plans, qu'au printemps, il y aura une grande offensive. Russe ou ukrainienne? Les Russes disent qu'il y aura une offensive russe et les Ukrainiens disent qu'il y aura une offensive ukrainienne. Ce que je cite, c'est l'offensive ukrainienne. Maintenant, encore un petit mot.
Selon différents calculs, il y aurait maintenant près de 200 000 Russes, y compris l'armée régulière, les Wagner et la garde nationale, 200 000 de victimes morts ou blessés avec l'incapacité de revenir au front. Il y a beaucoup de gens estropiés, etc. Chez les Ukrainiens, d'après les évaluations... Qui donne ces chiffres, pardonnez-moi? Il y avait des instituts britanniques qui ont étudié ça. Et pour les Ukrainiens, ils donnent un chiffre 2 fois moindre. Mais pour l'Ukraine, si c'est vrai, 100 000 hommes, c'est absolument énorme. Parce que c'est là qu'on voit que l'Ukraine a 3,5 fois moins de population. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pourquoi ils déportent les populations là où ils peuvent, les Russes, parce qu'ils vident l'Ukraine de ses habitants. Oui. C'est-à-dire plus de personnes envoyées en Russie et qui peuvent peut-être remplacer dans certains jobs ceux qui partent au front. C'est aussi un élément très important à avoir en tête dans cette guerre. Vous ajoutez à cela plusieurs millions d'Ukrainiens qui ont été déplacés dans les régions occidentales ou ont quitté l'Ukraine. Et en fait, c'est peut-être 144-145 millions face à quelque chose comme 30 millions. Vous voyez, donc c'est une situation avec tout l'enthousiasme et toute la bonne volonté, toute l'ingéniosité des Ukrainiens. C'est une situation le poids du qui nombre. n'est pas simple. Le poids du nombre. A-t-on enterré trop vite l'armée russe, malgré tout? Quitte à prêcher pour notre chapelle, David, s'il y a un endroit où on n'en a pas enterré prématurément l'armée russe, c'est bien ce plateau. On a toujours pris soin d'éviter les embarder dans un sens ou dans un autre. Sur les chiffres maintenant, 100 à 110 000 km² en 6 mois de combats intenses, avec des moyens démentiels, humains et matériels. Bon, depuis le 1er mars, les Russes ont dû se retirer de l'équivalent de 70 000 km², soit, grosso modo, la superficie de la République tchèque. Donc il faut élargir la focale, replacer ça dans le contexte. Pour autant, je reviens à votre question, y a-t-il péril dans la demeure? Cette séquence est préoccupante. Et elle est préoccupante du fait de 2 mots-clés qui ont été employés ici, dynamique et initiative. Effectivement, il y a une inflexion de la dynamique, factuellement vérifiable, en faveur des Russes, mais quel que soit le prix prohibitif qu'ils engloutissent. Deuxièmement, l'initiative. Ce qui a manqué à l'armée ukrainienne, dans une période où les défaillances chroniques et historiques de l'armée russe étaient patentes, c'est des moyens de pousser plus loin leur feu. Et vous avez une analyse extrêmement détaillée de l'Institut pour l'étude de la guerre, que l'on cite souvent ici, qui certes est souvent inspiré des analyses du Pentagone, mais a quand même fait preuve de sa fiabilité, et où ils expliquent par exemple que si le débat sur les tanks, par exemple, voire les avions de chasse, avait été soldé en mai ou en juin, ils seraient sur le terrain maintenant et ils auraient permis à l'Ukraine de pousser leur avantage. Et donc, on est plutôt dans un décalage dans le temps. Et j'ajoute un dernier élément. Pardon, Vincent, c'est exactement ce que dit le général Ben Hodges, c'est-à-dire l'ancien commandant des forces américaines en Europe, quand il dit « à chaque fois, on a eu un temps de retard. J'aurais aimé que les décisions de fournir des Bradley, AMX, ça c'est les Français, ou d'autres systèmes, ils pensent peut-être aux chars lourds, aient été prises plus tôt. » C'est-à-dire que de temps pour en arriver là, et si on l'avait fait, vous pensez, vous, Vincent, que ça aurait pu avoir un... Bon, c'est difficile de refaire l'histoire. Là, on est un peu dans l'Uchronie, c'est-à-dire ce qui aurait pu arriver, qui n'est pas advenu, mais de fait, si l'on réfléchit rétrospectivement, on peut se dire qu'il y a d'autres facteurs qui ont joué. Notamment le fait que l'industrie militaire ukrainienne connaît beaucoup de défaillances. L'Ukraine était profondément dépendante des livraisons occidentales. Et à partir du moment où il y avait cette dépendance, il fallait effectivement lui fournir les moyens de sacraliser en quelque sorte les gains territoriaux qui étaient les siens. Puisque Galia y faisait allusion. Les Russes peuvent engloutir des dizaines de milliers de combattants chair à canon, ce que les Ukrainiens, je dirais, ni moralement, éthiquement, ni matériellement et démographiquement ne peuvent faire. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des situations symboliques, type Barmout, où, grosso modo, le choix de l'état-major ukrainien, c'est tenir à tout prix ou se replier en bon ordre. Donc voilà, on en est là. Ça n'est pas un bouleversement.
Ça n'est pas un changement de fond, mais c'est une inflexion qu'il va falloir gérer avec beaucoup d'habileté dans les semaines et les mois qui viennent. Oui. Alexandre, est-ce qu'un pays de 44 millions d'habitants peut défaire, même avec un armement sophistiqué, un pays de 144 millions d'habitants et qui n'accorde que peu d'importance à la vie humaine? C'est une question clé, justement, qui se pose. Et pour revenir à la problématique de votre première question sur la durabilité de cet inversement de courbes, parce qu'on est face à ça. Les courbes s'inversent et la dynamique change de camp. De toute évidence, aujourd'hui, la dynamique est sur le terrain en faveur des Russes. Mais pour voir la perspective et la solidité de ce changement, il faut voir les bases sur lesquelles repose justement cet inversement de courbe. Moi, je verrais 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est la massification, tous azimuts, de l'armée russe. Donc, moi, je suis persuadé qu'on est à la veille. Quand je dis à la veille, ça peut durer quand même quelques jours, d'une nouvelle mobilisation. Une nouvelle mobilisation russe, donc qui va augmenter les effectifs de l'armée jusqu'à, je ne sais pas, peut-être millions d'hommes, parce qu'il ne faut pas oublier que les ressources de ce pays sont très grandes. Donc, et ces ressources ne sont pas encore épuisées. Ça, c'est le premier paramètre, la massification de l'armée. Le deuxième paramètre, c'est le discours sacrificiel. C'est en quelque sorte l'exaltation de la mort. C'est-à-dire jeter dans le brasier de la guerre la chair à canon, à tout prix, dans un pays où la vie humaine ne vaut pas grand-chose. Mais pardonnez-moi là-dessus, Alexandre. On s'attendait, peut-être naïvement, à plus de réactions de la part notamment des fameuses mères russes qu'on avait beaucoup évoquées au moment de la guerre en Tchétchénie et qui avaient été à ce moment-là un instrument de pression. Sauf que la majorité de la société russe, pour le moment, reste toujours un peu léthargique, pétrifiée, tétanisée, zombifiée par la peur. Donc il y a cette sourde frustration qui travaille les profondeurs de la société russe, mais qui ne s'exprime pas et qui ne trouve pas pour le moment son exutoire. Est-ce qu'elle le trouvera un jour ? Oui, il ne faut jamais désespérer, David, d'aucun peuple, d'aucun pays. Galia parle de 200 000 soldats tués ou blessés qui les mettent hors d'état de combattre. 200 000 ! Je ne sais pas combien on était en Tchétchénie, à nettement moins que 200 000. Bien sûr. Or là, toujours pas de réaction. Bien sûr, sauf que pour le moment, le nombre de morts est occulté en Russie. Donc l'information officielle ne circule pas. Mais je pense que quand même, on n'est pas à l'abri d'un réveil de la société russe, notamment d'ailleurs à travers les réseaux sociaux que j'évoque très souvent à l'occasion de cette émission. Et la force, l'impact des réseaux sociaux, il ne faut jamais sous-estimer. Oui, mais pour l'instant, on ne le voit pas encore. Mais il y a quelque chose comme frémissement. Mais n'oubliez pas que les forces vives de la Russie ont quitté le pays. C'est-à-dire la Russie aujourd'hui vidée de ses forces vives. C'est-à-dire les jeunes, ils ont voté avec leurs pieds, ils ont quitté le pays. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est plutôt les personnes âgées qui restent et qui font honneur d'ailleurs à la Russie. Par exemple, ces femmes qui déposent des fleurs au mémorial de Olesya Ukrainka, la poétesse ukrainienne, pardon. Pour moi, ce sont des signes de frémissement. Et permettez-moi de terminer avec 2 autres facteurs qui expliquent cette dynamique ou cet inversement de courbe. Donc, après la massification de l'armée, après l'exaltation de la mort, c'est élan pseudo-patriotique, je dirais, que Poutine cherche à créer par tous les moyens. Parce il a plutôt réussi. Il est plutôt réussi, mais c'est aussi un fake, tout simplement, parce que par rapport à la Deuxième Guerre, la Russie n'est pas attaquée, la Russie n'est pas envahie. Donc, c'est-à-dire ce pseudo, c'est pour ça que j'ajoute pseudo-patriotique, donc élan, il prend tout simplement parce que la société est zombifiée par la peur et le mensonge. Il faut percer ce mur de la peur et du mensonge. Ou parce qu'elle a envie d'y croire. Parce que les gens ne veulent pas savoir. Parce que, pour reprendre l'expression de Étienne de la Boétie, c'est servitude volontaire. C'est-à-dire les gens aujourd'hui, ils peuvent savoir, mais ils ferment les yeux. C'est-à-dire ils ont des œillères, tout simplement, parce qu'ils sont inhibés par la peur. C'est toujours un grand mystère, l'opinion russe, disons-le. Et quatrième. On a les instituts de sondage, on a 2 ou 3 manifestations ici et là de protestation ou d'émotion, mais ça mérite une émission entière. Et votre dernière variable dernier paramètre, c'est la stratégie de Poutine de
complètement réinventer l'industrie de guerre. C'est-à-dire rapatrier les usines, un peu à l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'Oural, en Sibérie, etc., pour solidifier la logistique qui manque aujourd'hui. Et je termine là-dessus en disant que cette dynamique, pour moi, c'est plutôt un versement de courbe temporaire, mais... Temporaire. Pour vous, je vous repose la question, il n'y a pas forcément péril en la demeure. À condition, voilà, et j'ajoute cette condition, que Poutine sorte enfin de cette réserve, de cette logorée, de ce narratif d'opération spéciale militaire et déclare une véritable guerre. Et à ce moment-là, ça peut changer complètement la donne. Mais il n'y a pas de raison de le faire. Encore que la sémantique a un peu évolué. Si Poutine veut gagner cette guerre, il faut que la guerre soit déclarée. Donc il ne peut plus se contenter de ces éléments de langage qui ne correspondent plus à rien. Alors rapidement, Galia et Dominique. Oui. Je voudrais juste ajouter que je ne suis pas très optimiste quant à la possibilité d'une grande révolte au sein de la société russe. Je pense que la zombification est très profonde et que ce n'est pas tellement même par peur de répression, mais parce que les Russes qui ont vécu plusieurs années bien sous Poutine sont toujours en quelque sorte sous ce charme et qu'ils sont plongés dans un conformisme. Le conformisme, c'est de ne pas soutenir la guerre, mais en tout cas ne pas s'y opposer, fermer les yeux, ne pas écouter, ne pas savoir qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Vous voyez, ça c'est un élément très fort dans la société russe. Il y a parallèlement une très grande militarisation, ça dure depuis 2012. Il y a une éducation patriotique, et il y a toutes sortes d'influences sur l'opinion publique russe. Et donc, je pense, il y a encore peut-être un détail que je voudrais ajouter, c'est qu'on a installé récemment des batteries antimissiles sur les immeubles à Moscou, la dacha de Poutine, etc. Et beaucoup d'experts disaient « Ah, mais il veut mobiliser le peuple en leur faisant peur, etc. » Mais ça peut avoir une autre signification. Ça peut avoir la signification très simple, c'est que Moscou prépare une grande offensive et ayant peur des résultats de cette offensive, de la contre-offensive ukrainienne, il se prépare réellement à défendre, par exemple, la capitale. Oui, il faut dire qu'on s'en est fait l'écho récemment, mais il y a de plus en plus d'incendies inexpliqués autour de Moscou. Il y a eu des bombardements ukrainiens de toute évidence grâce à des drones qu'ils avaient améliorés sur des bases, notamment des bases aériennes russes. Bref, c'est vrai que peut-être que ça se rapproche de la Russie. Vous voulez dire un mot encore, Dominique? Je voulais simplement abonder dans le sens Galia, c'est que l'inertie russe, si vous voulez, c'est le résultat quand même de 15 ans de propagande. Aujourd'hui, tout est dans la continuité de ce qui a été raconté depuis 15 ans. Donc les Russes... Je me dis de temps en temps, en prenant un écrivain français, qu'allait-il faire dans cette galère? Vous vous souvenez? Qu'allait-il faire dans cette galère? La question qui revient plusieurs fois dans une pièce de Molière, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Qu'allait-il faire dans cette galère? Les fourberies de Scapin. Exactement. Me dit, je ne fais pas le cuistre. C'est Jocelyn Huchet qui me le souffle à l'oreillette. Non, mais adore le théâtre classique. Vous savez, cette phrase est répétée plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'allait-il faire dans cette galère. Poutine avait remonté la Russie économiquement. Il avait pas mal de réussites en Russie. Et là, il se met dans un truc dont il n'arrive pas à sortir. Il est dans un tunnel. Et comment peut-il sortir de là? C'est ce que j'expliquais, j'essayais d'expliquer tout à l'heure, en bétonnant sur la victoire de la protection des populations russophones de l'Ukraine. Ça, il se dit, je peux y arriver, donc je vais essayer. En tout cas, voilà.